Bonjour et bienvenue à cette nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir à travers les médias Luleur, True TV et Watt FM. Nous sommes également accessibles à travers les plateformes YouTube et Facebook. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président du tribunal, et sur ce plateau, j'ai avec moi le juge Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous aurons trois sujets. Le premier va porter sur les révélations du journal d'investigation et l'événement qui indique qu'une vingtaine de terroristes ont été libérés dans le cadre d'une négociation avec le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali. Nous aurons également le regard du tribunal sur la désignation de Edi Komboego comme chef de file de l'opposition et le visage du paysage politique à 112 heures du délai donné aux partis politiques et formations pour donner en tout cas leur bord politique. Et enfin, nous allons nous prononcer sur la suspension du stade du Katout par la CAF. Mais avant, nous allons ouvrir la première partie de cette émission, à savoir les avant-propos. Et pour cette première partie, juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci président. Moi j'aurai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire, qu'on le sait est en plein dans les législatives et la campagne. Je pense que notamment c'est le 6 que devrait avoir donc les votes. Et quand on regarde, je pense que la campagne termine demain. Termine demain. Bon, c'est quand même assez particulier parce qu'il y a quand même de gros absents qui sont là. Quand on prend le EDS qui est un peu FPI version Gore comme on l'appelait, Gbagbo ou rien. Il y a aussi le FPI légal qui lui aussi a déjà participé à plusieurs rendez-vous. Il y a le PDCI qui est bien présent, donc les Gore qui sont alliés donc au PDCI pour certaines pour certaines listes communes. Donc on attend de voir ce que ça va donner, sans oublier aussi qu'il y a un RHDP qui est toujours aussi clinquant, aussi puissant. Maintenant, il y a son bastion traditionnel que l'on connaît qui est le Nord. Maintenant, il reste à savoir si ailleurs ils seront mis en ballottage. Lorsqu'on sait que depuis l'absence, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit, de Gore sur le terrain des consultations électorales, eh bien, beaucoup de leurs bastions ont été repris par ceux du RHDP. Donc on attend de voir ce que ça va donner, mais en même temps vous allez voir, on parle de ce nord là, il y a quand même un gros absent. Vous prenez le Ahmed Bakayoko qui est malade, dont les photos se retrouvent un peu partout. Je pense la zone où il est candidat, mais il n'est pas présent, c'est son petit frère qui essaie de faire des mains et des pieds. Mais c'est le contexte aujourd'hui de ces législatives là. Moi je dis c'est intéressant parce que quand vous avez des partis comme FPI version Gore qui n'étaient pas présents depuis pratiquement 10 ans, quand ils reviennent, je pense que ça donne plus de choix aux Ivoiriens et ça donne un genre de jeu plus ouvert. Et je crois que ça sera aussi pour eux le moment de s'essayer à voir ce qu'ils valent depuis toutes ces années-là. Et ça sera peut-être un électrochoc ou bien un genre de réveil ou bien aussi une satisfaction pour eux. On attendra donc de voir ce que ça pourrait donc donner. Et c'est espérer que ça se fasse aussi dans le calme parce qu'on a vu un peu ce qui s'est passé pendant la présidentielle et je pense qu'ils ont compris que la politique de la chaise vide ne paye pas forcément. Même si vous aviez un Alassane Ouattara qu'il était difficile de contrer, il ne faut pas lui donner le confort d'une Assemblée nationale fortement acquise à lui et qu'il n'y ait pas d'opportunité ou de possibilité de débat. Je pense que c'est ce qu'ils ont compris et le jeu dans lequel ils sont. Et on espère que ce jeu sera pleinement démocratique, ce jeu sera pleinement celui du choix dans les urnes et non celui de bagarre dans les rues et tout. Donc c'est ce qu'on pourrait espérer. J'ai dit que j'avais deux avant-propos, il y a un autre, cela concerne le Mali. On sait que Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre, Razbat et je pense d'autres personnes étaient écrouées, inquiétées par une poursuite judiciaire. On parlait de tentatives de déstabilisation et il y a une décision de justice qui est tombée qui donc annule tout ça. Donc normalement c'est des messieurs qui devraient sortir incessamment, si ce n'est qu'ils sont déjà sortis. Moi je pense que c'est intéressant parce que il ne faudrait pas, quand on prend le cas de personnes comme Razbat, on sait que c'est des gens qui n'ont pas la langue dans la poche et puis qui sont critiques à souhait et qui ne laissent
aucune occasion passée pour dire ce qu'ils pensent d'un certain nombre de choses. Et il ne faudrait pas qu'il y ait une transition qui donne l'impression d'être récessive à toute critique, et que tout point de vue qui n'accompagne pas est vu comme une tentative de vouloir déstabiliser ou quoi que ce soit. Ils doivent accepter qu'ils sont venus parce que les Maliens avaient envie de changement, parce que les Maliens avaient envie d'un mieux-être pour eux, et qu'ils ne resteraient pas dans un contentement à regarder et à ne rien dire sur la façon dont les choses se font. S'ils se sont affirmés dans les rues jusqu'à ce que Ibeka soit presque couché et que les militaires viennent achever le reste, ça veut dire il y a une population malienne qui a une conscience qui aujourd'hui est très éveillée et qui ne restera pas endormie à regarder et qui critiquera toujours. Et ce n'est pas les empêcher de tourner en rond qu'il faut mettre en prison. Je pense qu'il faut voir les choses autrement. Et même, c'est pas parce qu'on a été aussi de la gestion de Ibeka que forcément on doit être aujourd'hui le souffle-douleur pour un certain nombre d'éléments. Je pense que ça, c'est une bonne décision qui vient et ça va peut-être apaiser les choses. On attend de voir quelle sera la suite, mais je me réjouis au moins de cette décision qui est tombée. Donc, ce sont mes deux avant-propos. Merci, juge Va, pour en tout cas ces avant-propos, ces différents regards-là. Alors, nous allons à présent entamer, je dirais, le premier sujet enrôlé pour cette convocation. Et je le disais en début d'émission, plus de 20 terroristes ont été libérés en 2020 dans le cadre d'une négociation entamée avec le groupe GESIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au Mali. C'est une révélation de nos confrères du journal L'Événement. Geoffroy Va, c'est un scoop quand on sait un peu la position du chef de l'État vis-à-vis de cette question, notamment la négociation avec les groupes terroristes. Oui, on sait que la question de négociation avec les groupes terroristes, c'est difficile, mais à chaque fois, vous verrez, c'est pas Burkina forcément, c'est pas Mali forcément. On est toujours à l'aise, on est toujours mal à l'aise de dire qu'on négocie avec quelqu'un qui à chaque fois nous fait mal, et pas de la façon la plus tendre qui soit. C'est vrai que quand on fait mal, c'est jamais tendre, mais je veux dire que c'est difficile de dire qu'on négocie avec son ennemi pendant que la crise continue, et c'est difficile de faire savoir aux siens le bien fondé de la dynamique dans laquelle vous êtes. Donc c'est clair qu'on soit mal à l'aise. Vous vous rappelez, quand on prend le cas essentiellement malien, de la libération par exemple de l'ancien opposant qui après malheureusement est parti du fait je pense que c'était du Covid ou quoi. Vous voyez les critiques qui ont fusé un peu de toutes parts, parce que pour certains dans le change personne n'a vraiment gagné, puisque les sacrifices qui ont été faits à la fin, pour beaucoup c'est peut-être la française qui est sortie, et puis bon après c'est beaucoup de non connus dans la machine terroriste qui sont repartis. Donc on va dire l'ennemi qui s'est retrouvé regaillardi. Et puis après on parlait d'espèces même sonnantes et trébuchantes qui ont été reversées. Donc ça veut dire que quelquefois ce n'est pas seulement même c'est pas en ressources humaines seulement, même c'est en moyens financiers qui se retrouvent encore plus forts. Donc ça pose toujours cette question là qui est: faut-il parce que on est pris à la gorge pour un certain nombre d'éléments concéder ce qui pourrait nous revenir encore à la figure parce qu'on aura fortifié le camp en face. Donc je dis, c'est toujours un peu difficile de se l'expliquer, et je pense que pour l'autorité c'est pas vraiment un confort d'être dans la situation de pouvoir dire oui, on a relâché certains d'entre eux, et en plus n'oublions pas que la plupart du temps c'est pas eux qui l'avouent, c'est d'abord des confidences qui sont faites, ou bien des médias qui, de par certaines sources et de par la façon dont ces médias-là sont introduits auprès des décideurs, arrivent à mettre ça sur la place publique, et puis après on est obligé de venir reconnaître parce qu'ils sont toujours mal à l'aise. D'accord. Alors pour certains, la difficulté de cette option, l'option de la négociation, c'est surtout la multitude de forces en présence. Finalement, on négocie avec qui et qu'est-ce qu'on donne en retour? Je crois aussi que c'est ça le problème. Vous ne saurez jamais le fond. La preuve, je dis encore, à chaque fois on vous dit il n'y a pas eu que des libérations d'hommes, il y a eu aussi des espèces sonnantes et trébuchantes qui ont été reversées. Et puis quand vous dites discuter avec qui,
Le problème, c'est que les groupes même, et ça, je me réfère à l'expert en matière, Kwalaga, sur les questions d'extrémisme violent et de terrorisme, qui nous rappelait que vous avez des groupes armés qui se font une bagarre de leadership. Et quand vous verrez, très souvent, il y en a un qui a le vent en poupe à un moment donné, dont le nom ressort très souvent, qui revendique des attaques, et à un autre moment donné, vous verrez que, bon, il est un peu en berne, il est en perte de vitesse, c'est un autre groupe qui vient. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans un perpétuel, je dirais pas recommencement, dans une perpétuelle reconstruction des forces du mal qui vous attaquent, ça veut dire qu'à un moment donné, les justes milieux que vous trouvez, les accords que vous trouvez, seront remis en cause parce que vous avez de nouveaux interlocuteurs. Donc ça rend la discussion un peu plus difficile, et puis ça rend l'acquis non pyrrhin. Donc du coup, est-ce qu'il faut continuer de concéder? En fait, c'est aussi le problème que beaucoup posent. Vous concédez aujourd'hui, vous avez un genre de paix des braves, mais ça n'a valeur et ça n'a, comment dire cela, ça n'est possible que lorsque celui avec qui vous avez acté cela continue d'être celui qui vous attaque mais qui vous inquiète. Et même quand lui se ramollit, parce que vous avez trouvé quelques accords, il y a un autre qui, au nom des mêmes revendications, vous fait mal. À la fin, qu'est-ce que vous faites? Je pense que c'est un peu le problème qu'il y a lorsqu'on pose la question de la discussion. Je pense que le président du Faso lui aussi le disait une fois. Ceux qui disent allons discuter, qui nous disent avec qui on va aller discuter. Et pourtant, je me rappelle aussi que quand vous écoutiez Ibeka en son temps, il n'avait pas fermé la porte à cela. Il a dit bon, il y a des mouvements avec lesquels il est possible de discuter. D'accord. Parce qu'on regarde les revendications et puis on regarde les préalables et on se dit il y a quelque chose qui est possible. Mais quand vous regardez le même, pour ce qui est du même contexte malien, vous avez eu certains préalables qui rendaient impossible la discussion parce que les autorités maliennes n'étaient pas prêtes, en tout cas à penser même de quelque façon que ce soit à concéder ce genre de préalable, le départ des forces des forces françaises, le retour sur certaines positions. Bon, vous dites qu'est-ce qu'ils veulent? C'est nous fragiliser et puis venir terminer en même temps l'affaire là, ou bien qu'est-ce que c'est? Donc du coup, ça devient un peu plus compliqué. Alors, quand on regarde dans les détails l'article de nos confrères de l'événement, il y a des chiffres qui sont donnés. Cela est situé dans le temps. C'est vrai qu'il y a aussi l'anonymat des sources qui sont gardées. Mais est-ce que, comme on l'a dit, nos confrères ont levé le lièvre. Est-ce qu'il n'y a pas lieu du côté gouvernemental de faire une communication là-dessus? Parce que le sujet, il est quand même assez important. Et pendant longtemps, le chef de l'État l'a fait savoir sa position par rapport à cette question-là. Pas de négociation. Si on a pris une autre option, est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de redéfinir ou de préciser le contexte? Maintenant, moi je dis aussi que je ne suis pas vraiment puriste du domaine, on le dit toujours. Et puis, quand vous lisez l'article, on parle même de libération par vague et tout. Donc ça veut dire que on n'est pas dans quelque chose de ponctuel. C'est comme si c'était une pratique dans laquelle on était, peut-être un peu avant, maintenant et même dans laquelle nous serons demain, mais qui n'est pas officielle. C'est pour ça peut-être que ça a le mérite de soulever questionnement, puisqu'au fond, qu'est-ce qu'il dit? L'objectif, c'est créer les conditions pour que le GESIM n'attaque plus le Burkina et ne fasse plus couler le sang sur le sol burkinabé. Et la négociation n'a concerné que le GESIM du chef terroriste Ayad Ag Ali. Donc, si vous affirmez que vous commencez à négocier avec des groupes, je pense que les autres vont vous faire assez mal pour que vous veniez leur concéder un certain nombre d'éléments, étant entendu que dans la riposte que nous avons tout le temps, je ne pense pas qu'on fasse le casting lorsqu'on s'en va prendre des terroristes sur le terrain. Ce que vous avez, vous les regardez. Maintenant, vous remarquez, la plupart du temps, sur le théâtre des opérations, ou bien lorsque les populations sont attaquées, quand on a souvent des informations, c'est que même les blessés, c'est-à-dire leurs blessés, ils s'arrangent pour les reprendre et repartir. Ils ne laissent personne là-bas. Ils ne laissent pratiquement personne.
c'est dans l'impossibilité grande que vous aurez quelques blessés qui soient laissés sur place. Donc ils tiennent vraiment à leurs gars, ils tiennent vraiment à leurs hommes. Donc si vous les avez en prison, si vous avez pu mettre la main sur certains, c'est important pour eux de les récupérer. Mais je crois aussi que c'est comme ça qu'ils peuvent continuer la guerre, donner l'impression du noyau dur qu'ils sont et la solidarité qui est la leur, et de ne pas laisser l'un des leurs, et même quand ils croupir en prison, et toujours taper fort pour pouvoir les faire revenir. Donc je me dis aussi, quand vous rentrez dans cette posture là, est-ce que ça ne vous fragilise pas? C'est des questions qui sont peut-être pour le profane et qui sont partagées par beaucoup au Burkina, au Mali et un peu partout. Vous voyez que la question de la négociation est une question qui divise foncièrement. Maintenant, est-ce que s'il y a la possibilité de trouver des justes milieux, et même les grandes nations qui ont dit qu'elles ne négociaient pas, on a tous appris aussi qu'il y avait des rencontres qui étaient souvent organisées entre leurs services secrets et même ceux qui étaient leurs ennemis sur le terrain. Donc, quelquefois, on a l'impression que tous les fronts sont utilisés, mais il y a une communication, dont nous sommes la cible, qui est plus lissée, qui est de l'ordre de ce qu'on veut nous faire voir. Mais je pense aussi que c'est un domaine qui est tellement sensible, et ceux qui prennent les décisions le prennent en toute connaissance de cause. Mais bon, souvent, vous savez, c'est là où on connaît les limites des civils que nous sommes. C'est-à-dire, sur certains chapitres, on n'est pas outillé, on n'est pas aguerri, on n'a pas les outils pour pouvoir comprendre le pourquoi de certaines décisions. Et puis en plus, je pense que ce sont des révélations. Il faut les prendre. C'est un travail journalistique qui a été fait. C'est sur la base c'est sur la base d'informations données par des sources crédibles du point de vue de ces journalistes-là, sinon ça ne serait pas partagé. Mais je dis, ça reste aussi encore à vérifier, notamment dans les proportions et dans ce qui est donné. Mais c'est très intéressant de ce qu'on lit. Et je dis, ça fait d'autant plus mal que quand vous lisez, par exemple, il y a un chapitre où on dit 2 têtes d'affiche libérées, 2 poids lourds des groupes armés terroristes actifs du nom du GSIM figurent sur la liste des 29 présumés terroristes libérés en échange de non-agression du Burkina Faso. Il s'agit de Abdoulaye Sekou Diallo dit Zoubaïrou et Oumarou Diallo dit Rouga ou Wassiou. Donc c'est pas des seconds couteaux, quoi. C'est les hommes de la stratégie, c'est les têtes pensantes, c'est des maillons forts. Donc quand vous les libérez, pour nous les profanes, on se dit quand dans une guerre on parvient à mettre la main sur ceux qui sont dans le secret des dieux, la tête pensante et tout, c'est pour fragiliser le système, c'est pour obtenir des informations, c'est pour tuer la machine qui est en face. Maintenant, si vous leur remettez leur grand cerveau, je ne sais pas comment est-ce que ça ne peut pas nous revenir à la figure, mais ça pourrait être peut-être un regard simpliste de personnes qui ne comprennent pas grand-chose à l'art de la guerre, mais logique pour logique, pour nous c'est difficile quand même à alors vous l'avez dit, un dossier assez brûlant, sujet délicat, mais qui est pertinent du point de vue justement de ce que ça représente en termes de contexte au Burkina Faso. Mais pour certains, quand on lit l'article et les révélations qui sont données, ça donne raison à certains acteurs politiques qui, à un mois donné, ne se sont pas cachés, ont demandé justement qu'on aille vers cette option, à savoir négocier avec les groupes terroristes. L'essentiel est qu'on ait la paix au Burkina Faso. Oui, mais c'est ça qui fait sourire. Il y en a qui proposent qu'on négocie, en tout cas officiellement, pour ceux qui sont là. Et c'est pas possible, il ne faut même pas y penser. Et puis il y a des boutades qui sont lancées. Vous voulez qu'on négocie avec qui? Si vous les connaissez, ramenez-les nous. Donc quand il y a des révélations comme ça, vous dites donc qu'est-ce qui se passe? Les uns savent que les autres ont raison. Il reste que on ne veut pas faire savoir que l'une des options c'est vraiment ça et qu'il faut s'y engouffrer, on n'a pas le choix. Même si on continue sur le terrain à repousser les forces parce qu'elles sont dans la pratique à fomenter chaque jour ce qu'ils peuvent pour pouvoir faire mal,
Maintenant, s'il y a des solutions pour pouvoir trouver des justes milieux et puis alléger la pression qui est sur nous, peut-être que c'est en train d'être fait, mais auquel cas c'est que je me dis toujours, c'est difficile de voir des nations, si ce n'est le reconnaître de façon officielle comme ça, si ce n'est qu'il y ait, je sais pas moi, souvent sous des égides internationales, des initiatives très claires où on décide que certains mouvements, c'est ce qu'on a vu même au Mali et tout, certains mouvements, eux, ne sont pas si terroristes que ça. On change un peu les dénominations, les qualificatifs, et puis on arrive à les mettre autour d'une table parce qu'on se dit, bon, écoutez, eux là, leur revendication, c'est pas une question de charia ou quoi que ce soit. Ce qu'ils demandent, c'est ceci, c'est cela, c'est de l'ordre du possible. Est-ce que. Bon, quand c'est comme ça, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus honnête. Vous avez même les dates d'ouverture des négociations, vous attendez même les conclusions, ce qui sera sorti et tout. Mais là, j'ai envie de dire, c'est des sous-caps, c'est des arrangements qui se font sous-cap. Et bon, peut-être que c'est pas trop ça qui me gêne, parce qu'on n'est pas, je dis, on n'est pas forcément surpris de savoir qu'on ne nous dise pas tout. Si on nous disait tout, je pense que les gars d'en face aussi sauraient tout. Donc ça, on n'est pas forcément surpris. Mais quand vous regardez le nommé Zoubaïrou, on se rappelle que, et ça l'article nous le rappelle très bien, dans la nuit du 18 au 19 juillet, au camp Paspanga, gendarmerie de Ouagadougou, c'est celui qui avait pu s'échapper. Et on l'avait retrouvé 24 heures après parce qu'il était en cavale et tout. Et puis on l'y a ramené. Et bon, maintenant, c'est le monsieur qui... C'est après tous ces efforts-là. C'est lui qu'on a remis. Donc, bon, et puis en son temps, vous vous rappelez, on s'est demandé, mais il a pu s'échapper pour comment? Surtout que c'était des gens qui étaient cités dans pour être, je dis encore, des personnes clés pour certaines attaques et tout. Donc on se dit, mais quand vous l'avez, et nous on connaît Paspanga, des fois même quand on vous dit que votre gars est là-bas, vous courez pour aller. Donc je veux dire qu'on sait un peu. Donc on se demande, mais pourquoi, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais aujourd'hui, quand on se rend compte que bon, c'est la personne qui est libérée, bon, moi je pense qu'on se pose toujours d'énormes questions. Merci Jules pour ces différentes clés de lecture. Nous allons passer à un deuxième sujet. Celui-là a été également enrôlé pour cette convocation. On le disait en début d'émission, Edi Komboïgo, président du CDP, a été désigné chef de file de l'opposition politique par le président de l'Assemblée nationale. C'était le 10 février dernier et rendu public le 22 février. Une formalité qui vient au moment où l'opposition se trouve un peu fragilisée. L'UPC, la NAFA, la convergence de l'espoir de Bazier. Pour ne citer que ces partis-là ont décidé de déposer leur valise au sein de la majorité présidentielle. Alors, Geoffroy Var, comme on l'a dit, Edi Komboïgo officiellement installé, mais qui se retrouve avec certains ex-camarades qui lui tournent le dos. Ça va être quand même assez difficile pour la mission qui doit être désormais la sienne. Oui, bon, je crois aussi que ça, c'est des choses qui se sont installées petit à petit. Et même depuis la campagne, on aurait pu ou dû voir ces choses-là aussi venir. Il y avait des regroupements pour le fauteuil, au cas où il y avait un second tour et tout, mais pour beaucoup d'observateurs, il y avait une bonne dose de non-sincérité, en tout cas quand vous regardiez, et vous sentiez clairement que dans les attelages et dans les nouvelles coutures, il y avait des gros fils là qui n'avaient pas l'air de bien porter la chose. Et je pense qu'on s'est vraiment pas trompé. Dès l'annonce des résultats et puis l'écart qu'il y a eu entre le premier donc sortant Roch Kaboré et le second, c'est le deuxième plutôt, parce qu'il y en avait après, Edi Komboïgo, tout le monde a compris que bon, il y avait une réduction de cadre profonde qui était en train d'être faite, et puis les uns et les autres ont tiré aussi les leçons des échecs en série. Faut-il continuer de rester dans l'opposition? Les uns et les autres se sont assumés. Maintenant, il y a même aussi quand vous regardez au fond, il y a même aussi des chantiers qui auraient pu être ceux de l'opposition dans la nouvelle ère dans laquelle on est et dans cette configuration-là qui lui ont été enlevés. Le retour de Blaise Compaoré,
dès la campagne, le président a commencé à dire que lui veut le faire revenir. Vous allez venir dire quoi encore là-dessus? Réconciliation nationale. Il dit, bon, lui-même, pendant le prochain mandat, c'est son chapitre premier. Il y a un ministère d'État consacré à la question. Vous, en face, vous allez encore... Quel sera votre chantier? Quelle est la matière sur laquelle vous allez ruer dans les brancards? Donc, il n'y a plus de combat fédérateur. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on leur a levées. Et ça, il y a eu cette petite malice-là au fil du temps qui a permis de construire cela. Mais quand celui-même qui est au pouvoir est engagé sur les questions de réconciliation sur un certain nombre d'éléments, bon, vous qui êtes en face, qui vouliez peut-être le revendiquer, qui trouviez peut-être que pour le premier mandat c'est ce qui a manqué, on a été dans les bagarres des chiffonniers à vouloir régler des comptes. Bon, il ne vous reste plus grand chose, et d'autant plus que vous qui êtes maintenant chef de file de l'opposition, vous êtes le parti de Blaise Compaoré. C'est-à-dire, ce que vous allez revendiquer dans votre tréfonds, ça a été déjà évacué, assumé pendant la campagne. Vous comprenez? Donc ça devenait déjà un peu... Et ça mettait certains mal à l'aise, c'était déjà assez à l'aise pour rejoindre cette grosse majorité-là, puisque ce sont comment dire cela? Ce sont des sujets chers à ces partis-là. À partir du moment, celui qui est chargé de l'acter l'assume. Bon, alors en même temps, on va l'aider à faire. Donc ça a mis beaucoup de partis politiques déjà très à l'aise. Donc dans la stratégie déjà depuis, on sentait qu'il y aurait eu une opposition qui dans sa composition irait comme peau de chagrin. Maintenant, il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi la question d'une histoire qui fait qu'il y a des partis politiques, parce que nos partis politiques sont faits d'hommes, et c'est ceux qui sont devant qui décident pour le parti au fond. Quand vous regardez, il y a beaucoup pour qui le principe même, c'est-à-dire par principe rester dans une opposition avec un chef de file de l'opposition comme le CDP, c'était pas possible. Je pense que vous avez reçu Bazier ici. Moi ce jour-là, malheureusement j'étais pas là, mais c'était clair, ça transparaissait dans le propos. Il y a beaucoup. On a reçu ici le prix de la Naya de Mamadou Cabré, qui est même revenu dans une définition sémantique de l'opposition dans laquelle ils ne se reconnaissent pas, alors que, je le disais encore, ils ont transpiré pendant 5 ans dans notre dernier CFOP avec Zéphirine Diabré, et qui a même dit sur ce plateau que comment Zéphirine peut partir sans me dire. Donc vous comprenez comment c'était quand même un peu famille, c'est FOP, les 5 dernières années. Version UPC. Donc, comment ça sera avec le CDP? C'est tout le questionnement, toutes les questions qui fourmillent dans les esprits de ceux qui peut-être décideront de rester, si d'aventure leur histoire les a opposés traditionnellement avec le CDP. C'est ça en fait le problème. Et pour eux, c'est même plus qu'un attelage mal assorti, c'est plus qu'un inconfort. Alors, mais pour certains analystes, c'est un juste retour à l'ordre normal des choses. On a aujourd'hui les partis qui étaient contre la révision de l'article 37 face à ceux-là qui se sont coalisés pour justement faire front contre la révision de l'article 37. Je disais que on a l'impression d'être reparti là où tout a commencé. On a l'impression d'être reparti là où tout a commencé. Et je dis, c'est pas méchant ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On peut épiloguer et dire écoutez, pourquoi est-ce que tel parti est allé à la majorité, qu'est-ce qu'il peut apporter. Je crois que, pour ne pas reprendre les propos de quelqu'un que j'ai aimé, si vous êtes fâché, créez votre parti politique et puis restez à l'opposition. Donc ils se sont assumés. C'est des gens qui ont décidé de faire de la politique, ils assument leur choix et ils continuent. On peut avoir des avis, c'est vrai, mais on n'est pas eux. Voilà. Et ça, c'est leur choix et ils les assument. Maintenant, je dis, ce n'est pas méchant parce qu'il y a aussi maintenant une opportunité pour les CDP et les autres partis politiques qui, à un moment donné, avaient soutenu la question de l'article 37 et tout, de se retrouver dans une autre posture. On avait un CDP qui était avec, c'est vrai, l'UPC, avec beaucoup d'autres partis qui ont longtemps été dans l'opposition. Maintenant, aujourd'hui, c'est le changement de configuration où ceux qui étaient au pouvoir se retrouvent presque tous à l'opposition. Et ceux qui étaient à l'opposition, dans les différentes vagues, se retrouvent presque tous à la majorité. Donc, chacun va goûter pleinement
à ce à quoi il a aspiré pour l'un, et l'autre pour peut-être les conséquences de choix à un moment donné. Et j'ai dit ce n'est pas méchant, parce que de ça peut sortir quelque chose de bon. Au CDP de faire ses preuves. Parce que nos positions, c'est ça. C'est les chantiers sur lesquels vous allez, le combat que vous menez, et puis la démocratie qui en sort. Maintenant, ça sera difficile parce qu'il y a beaucoup de sujets fondamentaux qui leur ont été arrachés, comme je le disais, à un moment donné. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Peut-être c'est dans la façon dont la majorité va pêcher ceux qui sont donc au pouvoir, dans la mise en œuvre et la conceptualisation d'un point de vue stratégique et même pratique de la réconciliation, qui seront rattrapés peut-être par une opposition qui sera face à elle dans le cadre de la critique et de l'analyse, peut-être, et sur d'autres questions, mais ce sera un peu vraiment difficile de trouver d'autres sujets dans les 5 années qui viendront. D'accord. Alors, certains estiment aussi que ce positionnement du CDP est assez décisif. C'est un tournoi décisif dans la vie du parti. Soit Eddy Komboego relève le défi et s'affirme comme un opposant de premier rang, soit le parti implose, notamment en prenant référence avec ce qui est arrivé avec l'UPC, avec le départ de certains députés. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Bon, je pense que le CDP aussi a connu ses problèmes, même avant la campagne. Donc, parler d'implosion, je ne dirais pas ça, parce que si ça devrait arriver, je crois que ce qu'il y a eu comme presque guerre pour la candidature, lors de la candidature pour les présidentielles, on a vu ce que ça a donné, avec beaucoup qui sont sortis, avec certains qui sont restés mais qui après sont partis, et puis d'autres qui sont restés fidèles parmi les fidèles et qui ont accompagné Eddy jusqu'à la fin. Donc même par vague, le CDP a connu des défections. Donc maintenant, la présidentielle n'a pas marché. Bon, ça c'est un point de vue, hein. Tout comme ça, on pourrait dire aussi que ça a marché parce qu'il est deuxième, il a le nombre de députés que l'on a, qui lui vaut le siège de l'opposition. Maintenant, c'est le jouer pleinement. Vous savez, le problème aussi, c'est que, j'ai dit, l'opposition, il faut y être pour comprendre. À un moment donné, quand on critiquait, j'ai dit, c'est pas facile, sous nos yeux, d'être opposant pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc aujourd'hui, le CDP va goûter à ça pleinement. Parce que je dis, avant, quand vous avez Zéphirin qui est chef des filles de l'opposition, donc le porte-parole attitré, et que vous êtes derrière, bon, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Aujourd'hui, vous prenez pleinement ce qui est l'opposé de la posture qui était la vôtre il n'y a pas si longtemps. Et vous comprendrez peut-être les turpitudes ou les conforts peut-être dans lesquels les autres étaient, ou bien vous relèverez aussi le défi parce que c'est une nouvelle vie et puis c'est un souffle nouveau. Pas seulement pour le CDP, mais aussi pour Eddy lui-même. Eddy qui, face à toutes les adversités, même en interne, est parvenu, même pour ceux qui au début disaient bon écoutez lui c'est pas un fin politicien, c'est sûr que c'était une solution en attendant, parce que le pays et le parti connaissait beaucoup de difficultés juste après que Blaise soit parti, et on a vu comment c'était même difficile de s'assumer en tant que cadre du CDP. Bon, on s'est dit, bon, c'est celui qui tirait pas forcément les mêmes casseroles et tout, donc c'est ça allait être la solution du moment. Mais après, les gens ont compris que le monsieur il a ses ambitions et il s'est donné les moyens de pouvoir les atteindre, et jusqu'à ce qu'il soit candidat. Il a fini à être candidat, il va être candidat, il a terminé deuxième. Aujourd'hui, il revêt le manteau de chef de file de l'opposition politique, ce qui est une autre vie. Alors, en plus de gérer un parti politique, il faudra pouvoir affirmer votre capacité aussi à pouvoir fédérer les gens autour de certaines causes, et c'est ça aussi être chef de file de l'opposition politique. C'est des choses que Zéphirin Diabré avait réussi avec une méthode qui était la sienne sur beaucoup de sujets sur lesquels on trouvait une opposition très bien organisée, très bien resserrée autour, parce que c'est ça aussi, c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce leadership-là aujourd'hui que Eddy Komboego devra monter
peut-être qu'il aurait voulu se montrer ce leadership en tant que président du Faso. Mais les Burkinabés ont décidé autrement. Mais ça, il devra pouvoir le montrer maintenant en tant que CIFOP. Une capacité à fédérer autour sur certaines questions et à pouvoir dire les vérités à un pouvoir qui est en place sur un certain nombre d'éléments sur lesquels ils ne sont pas d'accord et sur la façon dont c'est fait ou la stratégie qui est menée. Mais on verra quelle est sa touche, quelle est la touche et dit quelle est la façon et dit. On a vu son communiqué. Ceux qui se sont, ça date d'il y a 3 jours, ceux qui ont déclaré leur appartenance à l'opposition, de venir et qu'ils commencent donc à travailler. On attendra, on verra quelle est cette composition-là de façon plus concrète. Mais on sait que bon, quand on regarde déjà, on va dire c'est soutien à l'article 37 qu'il y a aujourd'hui au CDP avec, bon, il y en a qui sont partis quand même, il y a NAFA et l'UPC et tout ça. Alors c'est vrai, pour beaucoup en politique, la force est aussi le nombre, mais certains estiment qu'il faut faire attention du côté de la majorité parce que tous ceux qui déposent leurs valises, c'est vrai, c'est des nouveaux alliés, mais c'est aussi des partenaires qu'il faut contenter à un moment donné. Alors s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent être peut-être des amis encombrants. Est-ce qu'au niveau justement du parti au pouvoir, c'est pas un enjeu à négocier ce virage-là avec l'arrivée de nouvelles figures au sein de la majorité présidentielle? Non, au sein de la majorité, là vous parlez plus de l'opposition. Hein. Non, de la majorité, oui. Non, au sein de la majorité, moi quand vous avez les sankaristes, vous avez plusieurs obédiences, en tout cas vous avez presque tout. Vous avez aujourd'hui presque tout au sein de la majorité. Maintenant, il y a n'oublions pas que c'est pas une majorité. Moi c'est ce que je disais la dernière fois, c'est pas une majorité qui se constitue aujourd'hui. Il y avait un noyau dur. Ceux qui ont pu, qui ont géré ensemble le premier mandat, et puis à ceux qui sont venus après. Et d'une façon ou d'une autre, parce que chacun n'est pas venu de la même façon. Quand vous prenez les recompositions en interne avec un NTD, avec beaucoup plus de partis politiques et tout, vous regardez au fond aussi, c'est pas des fauteuils qui sont allés chercher chez l'opposition ou dehors, non, c'est des fois même une redistribution de cartes en interne, avec je dirais pas des petites querelles, mais des petites stratégies politiques en interne même, parlant du MPP et ceux qui étaient de ce noyau dur là, quand vous regardez. Maintenant, il y a ceux qui étaient déjà là, il y a l'UNI, il y a ceux qui viennent même sans députés, il y en a qui viennent même sans rien. On attend de voir si peut-être ils auront des mairies et tout. Il y a tout ça là à la majorité aujourd'hui. Donc, chacun n'aura pas le même poids. Et on a posé des questions ici à certains partis politiques. Vous partez chercher quoi? Parce qu'on ne sait pas ce que vous allez apporter. Il y en a même qui ont dit, mais on ne sait jamais, il a ma capacité de persuasion. Bon, peut-être c'est ça, il va aller. Peut-être qu'il n'y en a pas assez à la majorité, je ne sais pas si c'est ça. Mais il y a beaucoup de partis, quand vous regardez, vous demandez qu'est-ce qu'ils apportent dans l'échange. Parce que c'est ça les alliances, c'est ça les groupements que vous faites. C'est qu'est-ce que vous apportez. Je pense que c'est ça le plus important. Mais à ce que vous apportez vient, comment dire cela, le degré avec lequel on vous consulte et puis le poids pas de ce que vous décidez, mais de ce que vous souhaitez comme décision. Et puis comment est-ce que vous impactez là-dessus. Il y a beaucoup qui seront, et ça je le dis, il y a beaucoup qui seront un genre d'accessoires. Alors, un sujet fort intéressant, mais nous allons passer au dernier sujet enrôlé pour cette convocation. Le sujet parle du domaine sportif. L'information est tombée hier. Le stade du 4 août est aujourd'hui suspendu par la Confédération africaine de football pour non-respect des normes. En clair, il faut dire que les étalons du Burkina vont désormais évoluer à l'extérieur du pays. Quand on prend également une équipe comme Salitas qui est qualifiée pour les phases de poule de la CAF, doit également évoluer à l'extérieur du Burkina Faso. Geoffroy Baha, on peut dire que c'était un coup dur pour le sport burkinabé et pour le football en particulier. Non, il n'y a pas de débat là-dessus. C'est un vrai coup dur. C'est un vrai coup dur. Parce qu'on se retrouve être un pays qui ne peut abriter aucun match officiel. C'est-à-dire, même si nous devons jouer, nous devons accueillir, on va accueillir ailleurs. Ça veut dire que, messieurs, chez vous là, c'est pas assez bien pour nous accueillir maintenant. Vous négociez avec le voisin et puis nous on va aller rester là-bas et vous-même vous venez nous retrouver là-bas et puis on va faire ce qu'il faut et puis chacun revient chez lui. Ça on appelle ça recevoir à domicile comme ça.
je pense que c'est peu d'honneur. Ça, il ne faudrait pas qu'on se le cache. C'est peu d'honneur. Maintenant, et j'ai entendu beaucoup de réactions. Et dans les réactions, on sent un peu de révolte aussi. Parce qu'on se dit, gérer, c'est aussi prévoir. Et la question de ce stade-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le sujet n'est pas nouveau. Le sujet n'est pas nouveau. Il a été, je pense, le début de la construction, c'était quoi, 81, après 84, c'est ouvert, ça a été livré. Et il y a une réflexion en 96, si ma mémoire est bonne. Et puis depuis, quand vous regardez, petit à petit, le stade est en train de prendre un coup. Donc ce qui nous arrive, ce n'est pas une surprise. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, même le nouveau ministre des Sports a parlé de ce stade-là comme étant un défi. Il a dit que ça allait être, comment dire cela, un échec pour lui de ne pas pouvoir le mettre ce stade-là à niveau. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Ça veut dire qu'au plus haut niveau, tout le monde est conscient. Et le problème aussi souvent sous nos cieux, c'est qu'on se positionne comme étant des nations de football. Il y a comment dire cela, il y a cet engouement là autour des équipes nationales. Tout le monde sait comment quelquefois même les bons comment dire cela, les bons résultats sportifs ont permis d'apaiser même certains moments chauds sur le plan social ou sur beaucoup d'autres chapitres, parce que c'est fédérateur. C'est ce en quoi beaucoup se reconnaissent. Et puis le foot, c'est pas pour dénigrer les autres sports. Dans beaucoup de nos contrées, dans beaucoup de nos pays, c'est le sport roi. Parce que aussi, c'est l'un des sports les plus accessibles. Vous avez un petit ballon, vous tapez dedans, vous vous mettez en groupe. Donc il y a un aspect accessibilité qui fait que, bon, depuis tout petit, tout le monde le pratique un peu. Et puis il y a aussi derrière, aussi au niveau international, la grosse machine communicationnelle qui est mise avec cette FIFA-là, qui est quand même la plus grande association au monde. Donc qui fait que déjà dès la base naturellement et de par l'accessibilité vous aimez ce sport, et puis au niveau international il y a une grosse machine qui fait qu'il y a des stars, il y a des grosses équipes auxquelles vous adhérez. Donc tout ça on se retrouve dans ce sport là qu'est le football, et tout le monde est toujours d'une façon ou d'une autre très comment dire ça, attaché à son équipe nationale. Mais bon, si vous avez des équipes, vous n'avez pas d'infrastructure, ça pose problème. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on nous parlait de quoi, 10 milliards de francs CFA pour le remettre à niveau et tout. Est-ce qu'il y en a qui diront, mais est-ce que c'est 10 milliards qu'on n'a pas? Mais c'est même pas ça le problème. C'est pas chercher 10 milliards aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi est-ce qu'on a laissé... Parce que la dégradation, et ça c'est le problème souvent sous nos cieux. Vous avez un nouveau joyau. Dès que vous les livrez, comprenez qu'il y a un amortissement dégressif qui commence à se faire. Et donc, vous devriez, avec ce que vous générez, avec les questions de prospective, commencer à penser comment ralentir au maximum l'impact de cet amortissement-là dégressif, quitte à donner une nouvelle vie à chaque fois en rénovant. Mais bon, quand c'est laissé comme ça, si vous regardez, quelquefois vous allez au stade, bon, vous-même vous vous rendez compte que petit à petit, vous n'êtes pas puriste du domaine, mais quand vous regardez petit à petit, vous vous rendez compte que les choses sont en train de partir. Vous avez des toilettes, bon, où il ne fait pas bon aller, vous voyez les vestiaires des joueurs, quelquefois on a des petits, on a des reportages qui sont faits après des matchs, vous regardez, dans les vestiaires, c'est pas des vestiaires comme on aimerait les voir. Donc, tout le monde se rend compte petit à petit de la déliquescence, de la vétusté qui est en train de gagner les bâtiments, qui est en train de gagner l'infrastructure. Et puis on regarde. Et puis un jour, on est obligé de mobiliser beaucoup plus parce qu'on a laissé les choses faire. C'est comme une maladie, vous avez laissé la gangrène prendre jusqu'à un moment donné. La seule solution, c'est couper le pied.
C'est un peu ce dans quoi nous sommes. Alors c'est vrai qu'on a parlé un peu de l'image que le Burkina a à travers cette actualité-là. C'est vrai, à la question diplomatique. Mais au niveau sportif, c'est aussi, je dirais, un point noir. C'est vrai que recevoir avec le contexte du Covid-19, beaucoup de matchs se jouent à huis clos, mais c'est toujours intéressant et même psychologiquement intéressant pour les joueurs de pouvoir évoluer à domicile. C'est clair. Pourquoi est-ce qu'il y a l'avantage du match à domicile? C'est parce que vous jouez parmi les vôtres, et puis on sait demander à tous nos internationaux qui ont joué, ou les professionnels qui ont joué, quand ils vont aller jouer au Maghreb, vous allez savoir ce que ça fait de jouer à domicile. Ils vous mettent dans un inconfort terrible jusqu'à ce que vous arrivez au stade. C'est-à-dire que vous arrivez au stade avec, je ne sais pas moi, la moitié des convictions que vous aviez au départ. Parce qu'ils vous mettent la pression. Partout, vous mettent la pression. Et ça, tout le monde le sait. Le supporter, c'est un autre joueur sur le terrain, presque. C'est lui qui galvanise. C'est lui qui encourage. Si vous deviez aller jouer ailleurs comme si c'était à domicile, je ne pense pas que ce soit là. Et puis c'est même pas le fait de jouer ailleurs comme si c'était à domicile parce qu'il n'y aura pas de supporters comme on veut et machin, mais c'est le Burkina. C'est-à-dire vous, on va dire le pays là, vous n'avez pas un stade où on peut venir jouer parce qu'il n'y a pas un stade aux normes. On a entendu le projet de ce que cette année, ça serait mettre Bobo Dioulasso, je pense, et puis Ouaga aux normes. Je crois que ce qui vient de tomber là, c'est une sanction. Il n'y a pas autre invite à travailler que ça. Il n'y a pas autre invite à travailler que ça. Et ça, je ne viens même pas encore sur la question des ambitions du ministre. C'est vrai, il avait annoncé, le Burkina veut organiser la CAN 2029. Alors pour cette ambition-là, il faut dire que le dossier du Burkina Faso prend un gros coup. Mais c'est clair que ça prend un gros coup. Nous on avait, et ça je traite peut-être un petit secret, nous on avait voulu faire un reportage sur le stade. On avait entrevu de faire des interviews aussi avec le ministre. C'est des démarches dans lesquelles nous étions. Depuis l'annonce de vouloir organiser la CAN au Burkina, voir est-ce que les ambitions, aux ambitions, on pourrait arrimer aussi la réalité de nos infrastructures, ou bien quelle est la façon dont les choses sont pensées. Bon, on ne nous a pas forcément permis d'aller filmer parce que bon, il y a la réalité qu'on est conscient aussi de ce que l'infrastructure ne répond pas aux ambitions aujourd'hui. Mais je me dis c'est pas mauvais, c'est aujourd'hui que ça ne répond pas aux ambitions. Mais qu'est-ce qu'on fera maintenant? C'est ça qui sera le plus déterminant. On a, je le répète, un ministre qui a été clair là-dessus, c'est son ambition pour cette année. Maintenant, vous dites le stade n'est plus aux normes. Ce n'est plus une question d'ambition, il faut se mettre maintenant au travail pour nous donner des stades aux normes. Pour ne pas qu'on ait cette, parce que c'est une humiliation. On va chercher à se caresser. C'est humiliant. Ce serait humiliant qu'on négocie avec la Côte d'Ivoire, le Mali ou je ne sais pas le Ghana pour aller jouer nos matchs. Je pense que ça c'est pas bon. Et pour certains 10 milliards de francs CFA, c'est pas la mer à boire. Oui, mais c'est pas seulement le problème de mer à boire, mais c'est que ça dénote aussi de ce qu'on ne prenne pas les devants, on ne soit pas dans la prospective. C'est pas quelque chose qui surprend. La qualité du stade là, c'est pas avec la décision qu'on a compris que le stade ça ne va pas. On sait ça depuis. On le sait depuis. Et je crois aussi que ce qu'on veut de notre sport là, c'est ce qu'on y met, et puis le sérieux avec lequel on le fait. Mais vous regardez aujourd'hui, c'est à l'image de tout. Quand on vient faire les débats de non, on a retiré des maillots, ça sort d'où ça? Mais quand vous voyez le débat, vous avez des confidences de certains sportifs, ils vous disent mais nous on n'a pas crié, mais c'était comme ça. Quand on vient on remet. Quelqu'un qui allait défendre les couleurs, il veut garder un genre de symbole, il veut garder quelque chose qui prouve qu'à un moment donné, il a été de la sélection. C'est des choses qu'on garde, c'est des choses dont on a envie qu'on a envie de montrer après même à son fils pour dire, moi j'ai été, attends, mais j'ai joué à... Mais
On a même appris aussi certaines confidences. Des joueurs qui ont l'habitude d'évoluer ailleurs, à l'extérieur, qui viennent et puis facilement, le gars il te fait un échange de maillots, mais après on lui dit, mais mon ami, il est vite rattrapé par les réalités. On n'échange pas les maillots ici comme ça, il faut récupérer le maillot. Donc, vous comprenez un peu. Donc, si notre sport là, c'est comme ça, ça sera difficile. Les pays qui ont connu des résultats probants sont ceux qui ont structuré leurs investissements en matière de sport et puis qui sur le temps ont été concrets, ont pensé stratégie. On ne peut pas être là et puis se réveiller un matin, être surpris parce que notre stade ne soit plus aux normes. Non, c'est graduel, ça s'est fait, on a tous regardé. Maintenant, je pense que le vin, il est tiré. Il faut se mettre au travail, mettre rapidement les stades là aux normes, et puis peut-être on va commencer à donner aussi de bons signaux pour les ambitions qui sont les nôtres. Sinon, se réveiller un matin et puis dire je vais organiser la CAN, je pense que tout le monde peut faire ça. Maintenant, c'est comment vous pensez pouvoir organiser. Et puis, je pense que ce qui vient de venir là, c'est à la fois aussi punitif et déterminant pour les ambitions qu'on avait, quoi. Pour dire qu'on n'est pas prêt, mais il y a du travail, il y a du gros travail à faire. On a un nouveau ministre. Ce qui est bien, c'est qu'il est accueilli par ces choses-là. Donc, il n'y a pas plus, il n'y a pas plus boostant que ça. Il est accueilli par des problèmes, il est assailli par ça. Il va comprendre que ce n'est pas un poste de tout repos. Et ce qui est bien, il est venu avec des ambitions. Moi, je pense que ça, c'est intéressant. Vous êtes venu avec des ambitions, vous devriez avoir les moyens de ces ambitions-là. Parce que quand ils ont dit on va organiser la CAN, ça fait briller les yeux de beaucoup de Burkinabés. Parce que ça rappelait beaucoup de choses. Et puis on n'a plus maintenant les équipes qu'on avait avant, où l'essentiel c'était de participer à la CAN. Maintenant, quand on participe à une CAN, on est arrivé jusqu'à la finale. Quand on participe à une CAN, tout le monde regarde le match et on se dit ah, on peut gagner. Donc si on abrite une CAN, on se dit ça peut être la chance pour nous d'avoir une étoile. Donc c'est pas la même chose. Et je crois qu'on est interpellé. Je dis que c'est déshonorant, c'est vrai, ce qui vient de tomber comme nouvelle. Mais c'est à l'image de ce qu'on a réservé à ces stades-là. Retroussons les manches, arrêtons de causer, arrêtons de parler, arrêtons de faire rêver, travaillons. D'accord. Alors cela, comme on l'a dit, remet au goût du jour la capacité de projection de nos autorités, ceux qui gèrent le sport national. En tout cas, un sujet assez intéressant. Et nous prenons l'engagement peut-être d'avoir les premiers acteurs du football pour parler justement de cette actualité, notamment la suspension du stade du 4 août. Ça sera certainement dans nos prochaines convocations. Merci à vous pour ces différentes clés de lecture. Quant à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Truth TV et Watt FM, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités à juger et certainement à commenter, à donner notre avis. Merci pour votre fidélité. Excellente journée en nos compagnies.